Habemus Papam, un pape américain, le premier de l'histoire, et un homme qui, semble-t-il, ne se réduit pas aisément à des catégories. Alors, quels ont été les ressorts de son élection? Quels défis l'attendent à la tête de l'Église? Sera-t-il une sorte d'antidote américain au trumpisme? De tout cela, nous discutons ce soir dans le club Le Figaro International. Bruno Joubert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur de France près le Saint-Siège. Vous avez vécu l'épisode de la renonciation de Benoît XVI et de l'élection du pape François en 2013. Vous avez aussi été en poste au Maroc et vous avez été notamment le Monsieur Afrique de Nicolas Sarkozy. Absolument. François Mabille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste des acteurs religieux dans les relations internationales, notamment de la diplomatie pontificale. Vous êtes également chercheur associé à l'IRIS, où vous dirigez l'Observatoire géopolitique du religieux. Votre dernier livre, paru en janvier de cette année, a pour titre « Le Vatican, la papauté face à un monde en crise » aux éditions Erol. Guillaume Tabar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Vous êtes également éditorialiste sur Radio Classique. Votre dernier livre est consacré à Macron, la révolution inachevée, chez Robert Laffont. Et vous revenez tout juste de Rome, où vous avez suivi l'élection et les premiers pas du nouveau pape. Vincent Trémollet de Villers, bonsoir. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction du Figaro et éditorialiste. Vous avez dirigé les ouvrages collectifs Éloge de la politique et Une histoire de la pensée politique chez Talandier. Et vous aussi, bien sûr, avez suivi de près les événements à Rome ces 2 dernières semaines. Alors commençons par la façon dont Léon XIV a été élu. Que faut-il retenir, Guillaume Tabar, quand on était sur place? Qu'est-ce que vous retenez du déroulement de cette élection? Évidemment, il y a 2 choses qui sont surprenantes. C'est d'une part la rapidité de ce conclave. On est parmi les conclaves les plus courts de l'histoire. Hein. On n'a pas battu le record de Pie XII en 1939, pour lequel il n'a fallu, je crois, que 3 tours. Ouais. Là, il en a quand même fallu 4, mais c'est quand même une rapidité d'autant plus surprenante que l'on disait, et que l'on savait surtout, que les 133 cardinaux réunis ne se connaissaient guère entre eux. Ouais. Le cardinal Amango, le cardinal africain, rappelle lui-même qu'il est cardinal depuis 5 ans. Il dit « J'ai rencontré une fois » lors de l'unique rencontre de cardinaux qui avait été montée par François, il dit « Mais tous ceux qui ont été nommés depuis, je ne les connaissais pas. » Donc il y avait un temps pour ces cardinaux pour se connaître. Ça pouvait laisser penser à le consensus serait plus long à trouver. Serait plus long. Bon. Ensuite, qui disait conclave court pouvait penser que c'était un candidat dont favori en entrant au conclave qui allait se dégager. On parlait beaucoup du cardinal Parolin comme secrétaire d'État, qui était sans doute celui qui connaissait le mieux le collège des cardinaux. Je crois d'ailleurs que la Confédération des évêques italiens a envoyé des félicitations un peu trop rapides. Non, ça c'était en 2013. C'était la dernière fois. Vous avez félicité le cardinal Scola, alors que c'est le cardinal Bergoglio qui avait été élu. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait ce poids a priori du cardinal Parolin. Or, c'est quelqu'un qui n'était pas un favori. Alors, les lecteurs du Figaro avaient vu dans l'une des pages préparées par Jean-Marie Guénois que dans sa liste des 12 possibles, il avait cité le cardinal Prévost en disant notamment que ça avait été la révélation des congrégations, c'est-à-dire de la période qui avait précédé le conclave lui-même. Mais ce n'était pas un favori. Or, il est d'autant plus surprenant que ce soit quelqu'un qui n'était pas favori, qui ait pu émerger aussi rapidement. L'une des raisons, alors on commence à dire beaucoup de choses, mais il faut être prudent, parce que d'abord, je vous rappelle que les cardinaux étaient censés avoir, enfin, n'étaient pas censés, les cardinaux ont juré sur l'Évangile de respecter intégralement le secret. Apparemment, certains ont parlé, certains ont fait des confidences un peu... La tentation a l'air forte. Parfois un peu publiques même, et bon, ça relève de leur conscience, si j'ose dire. Mais en tout cas... Le maître mot qui m'a semblé ressortir des congrégations qui ont précédé le conclave, c'est le mot unité. Après un pontificat assez chahuté, prophétique par certains côtés, brouillon par d'autres, il y avait ce désir d'unité qui a émergé, et tout ce que l'on a lu depuis et appris sur celui qui est désormais Léon XIV, répondait finalement à ce portrait robot dessiné par les cardinaux eux-mêmes, à savoir un cardinal et donc un pape maintenant capable de faire ou de retisser l'unité de l'Église. François Mabille, vous avez la même lecture de ce conclave? Oui, alors peut-être un peu plus inquiète.
On sait qu'effectivement, il y avait différents courants et que le conclave était tout de même assez, assez divisé. D'un collège de cardinaux assez divisé. Oui, bon, on sait bien qu'effectivement... Pas divisé entre eux, mais divisé idéologiquement, théologiquement. Divisé sur la perception du pontificat de François, sur le type d'héritage. Et il est vrai, j'entendais que vous avez fait un livre sur la révolution inachevée. On pourrait presque reprendre ce titre-là avec François, effectivement. D'innombrables dossiers qui ont été ouverts. Des processus lancés mais inachevés et finalement on peut y retrouver, enfin chacun peut y retrouver son compte ou pas, suivant un petit peu son orientation. Et alors du coup, c'est miraculeux, même s'il faut faire attention avec ce vocabulaire. Ça signifie effectivement, alors je pense qu'il y a sans doute effectivement la volonté de manifester une unité réelle, et en tout cas assez rapidement, ne serait-ce que pour la réception médiatique. Et puis ensuite, il peut très bien y avoir, je dirais, un jeu de dupes. Chacun voit dans le candidat qui lui semble relever de son courant. Donc pour vous, c'est une fausse unité, ça quoi peut être une Chacun voit midi à sa porte. Écoutez, si vous regardez, il s'appelle Léon XIV. Donc on peut très bien dire, effectivement, Léon XIV, c'est la succession de Léon XIII. Et donc ceux qui se retrouvent derrière Bergoglio pour dire l'engagement social, etc., est important, se retrouvent derrière Léon XIV. Ceux qui ont été plus intéressés, éventuellement inquiets, par les réformes vers une certaine forme de synodalité dont on ne connaît pas encore très bien les contours. Donc je dirais des institutionnels modérés peuvent très bien se dire, ce cardinal qui a pris la parole à plusieurs reprises, qui s'est dit pour le synode et en même temps qui a critiqué une sorte de processus dont on ne sait pas très bien où il allait, peuvent être également rassurés par ses prises de parole. Sa façon de se différencier du pape François sur certains sujets comme le mariage, l'ordination des femmes, la bénédiction pour les couples de même sexe, etc. Son profil de canoniste peut rassurer un courant plus doctrinaire ou plus attaché aux formes traditionnelles de l'institution. Bruno Joubert, votre analyse ? Moi, je suis un peu partagé entre les... Je suis d'accord sur l'unité. J'ai rencontré quelqu'un. Pendant les congrégations, c'est-à-dire avant l'élection, déjà ce mot flottait un peu partout. On voyait bien qu'il y avait une préoccupation dans ce collège, électeur ou non électeur, de ne pas rentrer dans une espèce de bataille, justement, qui faisait appel à des critères dont, pour le moment, on ne veut pas entendre parler. Et cette unité-là, moi, elle m'a été confirmée par un cardinal non électeur, donc non tenu au secret, qui m'a dit « c'est la première fois que je ressens à ce point ce sentiment où, collectivement, nous avions un seul objectif face à une situation qui nous perdait un peu, c'est retrouver l'homme qui. Et là, moi, je reviens vers ce que vous venez de dire, qui est très intéressant. Il y a une dimension peut-être qui contribue à cette espèce de tour de Bonneau où le nouveau pontife est à la fois ceci et cela. C'est que, en réalité, il y a un élément qu'on prononce assez peu souvent, c'est le caractère, le tempérament. Ça ne rentre pas dans les critères usuellement observés. Mais ceux qui connaissaient le cardinal Prévost, parce qu'il était préfet de la congrégation des évêques, donc beaucoup d'entre eux l'avaient rencontré, avaient dû se rendre compte, ce qu'on a nous-mêmes perçu quand il est allé à la loggia, un tempérament qui doit être assez fort. Quelqu'un qui doit avoir une consistance intérieure très solide. Et je pense que les autres... une certaine humilité, doublée d'une efficacité dans la gestion. Voilà. Enfin, il a l'air de cocher beaucoup de cases. Et alors, ce dernier point, la gestion, est aussi un point qui, moi, m'intrigue beaucoup, parce que, cardinal américain, il faut savoir que les États-Unis sont la 4e puissance catholique au monde, 70 millions de catholiques, mais c'est surtout la première puissance financière. Ce sont les catholiques américains qui financent le plus le Vatican. Et ça a joué pour vous ? Or, le Vatican, actuellement, traverse une grave crise financière, celle de ses institutions. Un déficit structurel de 50 millions par an. Ça a pu aussi rentrer dans cette idée de pontificat non achevé, les réformes, de se dire, celui-là, peut-être qu'il sera capable. Alors, Vincent Trémollet, c'est un choix théologique, c'est un choix politique, c'est les deux, c'est la fusion des deux. Qu'est-ce que c'est ?
C'est aussi peut-être le fruit d'une dynamique, parce que le mot unité n'est pas le mot compromis. Et de ce que l'on sait de ce conclave, ça n'est pas une élection de compromis avec des camps qui se seraient affrontés et qui auraient trouvé un point d'équilibre pour finalement... C'est pas une élection européenne avec le plus petit de leur affrontement. Donc les éléments de cette dynamique, si on les regarde avec un regard de journaliste, hein, pas avec tous les éléments qui participent de l'Église et qui ont une part immatérielle et surnaturelle, ce qu'on voit, c'est une différence, vous l'avez dit, de caractère et de forme dans l'exercice du pouvoir. Or, chez le pape François, il y avait une doctrine que vous avez décrite, et notamment fondée sur la synodalité, c'est-à-dire une horizontalité de la pratique ecclésiale, et puis il y avait un tempérament d'une verticalité extraordinaire. Très autoritaire. Voilà, très solitaire donc, dans l'exercice. Moi, j'ai entendu, avant les congrégations et avant même la mort du pape François, une lassitude venant de clercs qui pouvaient être considérés comme conservateurs ou considérés comme progressistes ou considérés comme modérés, centristes, disant on voudrait un gouvernement déchiffrable, on voudrait un exercice du pouvoir intelligible, on voudrait savoir comment on travaille, avec qui on travaille et dans quelles règles on travaille. Et peut-être que cette lassitude aussi a participé du choix d'un homme qui donne une impression de douceur dans la forme, mais aussi de clarté, de détermination et puis de compétence, puisqu'il a dirigé un ordre mondial avant d'être évêque, et que depuis qu'il est à la congrégation des évêques, il montre, pour ceux qui l'ont fréquenté, une très grande précision dans l'exercice de ce qui est surprenant pour les observateurs extérieurs, c'est la hauteur des enjeux que vous décrivez et la brièveté, effectivement, du temps de la décision et du temps de la consultation, d'une certaine manière. Même s'il y a eu les congrégations, en effet, qui ont permis les échanges. Mais c'est quand même un pari sur une personnalité. Il y a un côté très rationalité limitée dans un conclave. C'est-à-dire que vous mettez des personnes, on l'a dit, qui ne se connaissent pas nécessairement. Moi, j'ai été frappé en écoutant des cardinaux qui parlaient après coup, décrivant le nouveau pape avec ses innombrables qualités. Question numéro 2 du journaliste, vous le connaissez bien? Ah non, je ne le connais pas, mais vous avez parlé avec lui? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on est quand même là devant un jeu également de perception, de représentation, qui a bien évidemment un impact. Si vous voulez revenir au pontificat précédent, le pape Bergoglio est élu par ses pairs qui voient en lui d'innombrables qualités. Je me suis replongé dans les réceptions et dans les discours de l'époque, et c'est ce même pape qui, quelques mois plus tard, dit à ceux qui l'ont élu qu'il souffre de 15 maladies spirituelles, dont un Alzheimer spirituel. Je ne suis pas sûr que Bergoglio avait été élu avec cette perception de quelqu'un qui allait tout de même secouer. Le potentiel de surprise avec ce nouveau pape. Oui, c'est ça, mais ça se fait, alors pas toujours. On sait bien que lorsque le cardinal Ratzinger est élu ou lorsque Pie XII est élu, ils étaient tous les deux très bien connus, on connaissait leur personnalité, leur capacité de gouvernement ou compétences théologiques, etc. En revanche, pour d'autres, il y a effectivement ce jeu de représentation, de perception, je ne vais pas dire de rumeurs, mais voilà, des on-dit, qui explique également des votes, mais éventuellement certaines surprises ou simplement des différences entre ce que l'on attend des personnes et puis la manière dont le pouvoir s'exerce. Un élément supplémentaire, c'est que entre le conclave réel et le conclave médiatique, c'est-à-dire celui des commentaires, le cardinal Prévost disparaît de l'un à l'autre. Pendant les congrégations, apparemment, il est identifié, et pendant le conclave aussi, puisqu'il est élu. Mais même si nous, comme c'est le Figaro, on l'avait cité dans la liste, nous n'étions pas très nombreux. Et je trouve que j'étais au journal quand il y a eu l'Abemus Papa, mais on a été un tout petit peu déstabilisés. Heureusement, on avait... Le temps de vérifier qu'on avait bien préparé sa biographie. Donc l'effet de rumeur, en tout cas, n'a pas été au-delà du cercle cardinaliste, apparemment, puisque... donc peut-être qu'il est fondé quand même sur des choses plus solides, une connaissance plus éprouvée, notamment... Comme il a été à la tête de la congrégation des évêques, il a rencontré beaucoup de monde. Et beaucoup de gens disent qu'il le depuis. De ses électeurs sont passés par lui. Oui. Ouais. Moi, il y a une chose qui m'a frappé. Autant pour les congrégations de 2013, dans le compte-rendu que la presse en faisait instantanément, on avait immédiatement vu dans la presse italienne apparaître ce fameux discours de celui qui allait devenir François, qui avait vraiment marqué les esprits. Autant là, rien. Même, quoique naturellement j'étais à Paris, pas à Rome, mais
je n'ai pas vu de mention particulière d'aucun discours qui ait été prononcé pendant cette période-là, encore moins celle de Prévost, naturellement. Et je pense que l'explication, elle est là où vous dites, c'est-à-dire qu'il était connu d'une autre manière d'une partie des cardinaux. Alors, il y a une question qui est un peu philosophique, mais à laquelle les cardinaux ont répondu. Mais un collège d'électeurs ne comptant que des hommes âgés est-il apte à répondre aux enjeux d'un monde en constant bouleversement? Vous en pensez quoi de ça? Qu'il y a bien évidemment un impact. Bien évidemment un impact. J'allais dire, à commencer par les années de formation. Oui. Voilà, alors j'ai entendu que le pape était jeune, ce qui a fait plaisir à beaucoup de monde, à commencer par moi. Oui, voilà. Oui. Je me suis dit donc, je rentre dans la catégorie des ados maintenant, sans doute. Ouais. Bon. Mais ça signifie quand même que c'est un homme qui a été... Ça signifie qu'il a 20 ans de papauté devant lui, probablement. Ça. Alors voilà, mais aussi qu'il a été formé il y a maintenant assez longtemps, par la force des choses. Et donc vous avez forcément un rapport au savoir et au décryptage des sociétés qui est riche, différent. donc beaucoup d'expériences voilà, cela étant, c'est ce qui est intéressant dans son parcours. Pour répondre de manière à la fois générale et ensuite ciblée sur l'Église elle-même à la question qui est posée, il y a une question de fond qui est sur la représentativité d'un pouvoir élu. Est-ce qu'une personnalité élue, qu'elle soit président de la République, chef de gouvernement dans un régime parlementaire ou pape, doit ressembler, doit être la synthèse de ce qu'est son peuple? À l'évidence, non, ne serait-ce que parce que certaines responsabilités ne peuvent s'acquérir qu'avec l'âge. Donc, même dans un pays dont la population est jeune, le but du jeu n'est pas que le président soit à tout prix... En l'occurrence, ce n'était pas tant l'élu que les électeurs sur lesquels la question était posée. Oui, mais je veux dire que, donc, il y a cette première question de la représentativité du pouvoir élu, ou des représentants qui vont désigner eux-mêmes le chef suprême. Bon. Ensuite, il y a une raison spécifique au fonctionnement de l'Église, qui n'est pas une question de fonctionnement d'institution, mais qui repose sur une vision théologique de ce qu'est l'Église, de ce qu'est... On dit souvent que le pape est le successeur de Pierre, mais surtout les évêques sont les successeurs des apôtres. Donc il y a une des notes, comme on dit, de l'Église, qui est l'apostolicité, c'est-à-dire qu'elle repose sur les apôtres. Et la masculinité des évêques, et donc des prêtres, repose sur le fait que, dans un contexte où pourtant les femmes avaient toute leur place, le Christ a fait pour ses apôtres le choix de ces 12 hommes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour les femmes, on le voit dans l'Évangile, on le voit dans le fonctionnement de l'Église. L'un des apports peut-être du pape François a été de dire qu'il fallait faire plus de place aux femmes dans le fonctionnement de l'Église, dans le discernement des situations, dans le conseil. Oui, on va y revenir sur les enjeux. Mais... voilà, mais donc il y a la distinction entre le rôle que chacun peut jouer et puis ce que représente chacun, et en l'occurrence les électeurs du pape. Intéressante réponse. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit le pape tout juste élu sur les défis du moment. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro. Donc là, le pape nous offre notre transition sur la deuxième partie parce qu'il place vraiment l'Église face aux défis du monde actuel, de la nouvelle révolution industrielle, de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez ça comme déjà une espèce de fondation de son pontificat, François Mabi? Une orientation forte, oui. Et en partie tout de même dans le sillage de son prédécesseur, parce que la question, par exemple, de l'intelligence artificielle a été déjà travaillée. Il y a eu un document récent qui est sorti. Le Dicaster pour le développement humain intégral y a consacré son dernier message pour la Journée mondiale de la paix. Les universités catholiques y travaillent, mais on peut effectivement attendre peut-être une grande encyclique moins tournée sur les questions économiques et davantage sur ces nouveaux enjeux et les questions que ça pose à l'organisation de nos sociétés. Oui, des experts ont pointé dans
dans la production du pape Léon XIII, non seulement bien sûr l'encyclique Rerum Novarum, mais aussi je crois une lettre dans laquelle il dénonçait une sorte d'américanisme à l'époque où se développait de manière... alors, Léon XIV, américain... C'est-à-dire que Léon XIII, pardon, cherchait une troisième voie entre un modèle que l'on qualifierait aujourd'hui d'ultra-libéral ou de très libéral et la proposition politique socialiste. Et il considérait que l'Église pouvait en trouver une intermédiaire, et peut-être, je ne connais pas cette lettre, peut-être dans une lettre, il voyait dans l'Amérique ou les États-Unis... Oui, parce que c'est là que la révolution industrielle avait pris le rythme le plus débridé. Mais dans ce choix de Léon XIII, c'est très intéressant, et ça rejoint... les mystères encore de cet être et de ce qu'il fera, c'est que le choix de ce nom est très important parce qu'il restaure l'idée d'une généalogie et d'une filiation qui remonte même au XIXe siècle, pas aux 3 ou 4 précédents papes. Et il sort du choix qu'avait fait François, qui était un choix qu'il est le premier à avoir posé, qui est « je vais choisir un nom qui se distingue de tous les autres et qui ne sera pas accompagné de François Ier ». Donc, par cette décision qui peut apparaître anodine, on peut voir un signe, une volonté d'unité. Alors ça participe de l'unité qu'il cherche, de restaurer la profondeur des siècles, et d'asseoir son pontificat sur la profondeur des siècles, alors que le pontificat de François pouvait donner l'impression que tout commençait avec lui et qu'avant les choses avaient été faites de façon un peu discutable. Je voudrais enchaîner sur ce que vous venez de dire. Il y a plusieurs choses qui m'intriguent dans les propos du pape. Alors, Rerum Novarum, Léon XIII, oui, mais à l'époque, la question sociale est une vraie question posée à l'ensemble de la société. L'Église est sur le reculoir. On n'a pas attendu l'Église pour avoir Karl Marx, le capitalisme, les problèmes industriels, les échauffourées ouvrières, les violences, en France y compris. Et donc, lorsque Léon XIII se prononce, il se prononce sur quelque chose qui est déjà devenu, c'est l'incendie. Et l'Église est vraiment sur le reculoir. Là, on nous parle d'intelligence artificielle, il y a un côté plus prémonitoire. On se rend compte que d'un point de vue... Oui, mais ça fait quoi? Ça fait 5 ans que le problème se pose vraiment, ou 10 ans. Là, on n'a pas encore les conséquences sociales majeures que ça va provoquer. Peut-être les conséquences spirituelles, Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il commence, il est en anticipation. Là où Léon XIII était devant un problème acquis, lui, il est en anticipation. Vous avez le sentiment les uns les autres que l'Église se saisit, il est temps pour l'Église de se saisir de ce défi. C'est comme l'environnement. C'est plus qu'une question sociale, c'est une question anthropologique, puisque la question que pose l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'une machine, qu'est-ce qu'un être humain? C'est ça, la question qu'elle pose. Donc, l'Église n'a pas encore vraiment répondu à ça. L'Église se considère comme experte en humanité et qui a une définition de l'homme qui est la même depuis qu'elle a été fondée, ne peut pas ne pas s'emparer de ce sujet et peut, à mon avis, une compétence et une pertinence pour l'éclairer. Oui, mais c'est un énorme défi quand même, intellectuel et même politique pour ce nouveau pape, non Oui, mais ce qui est frappant, c'est que je n'ai pas de souvenir de campagne politique récente qui a été faite sur ce thème. Donc, y compris donc, des dirigeants civils qui sont censés être davantage dans le cours du monde, dans le cours de l'économie mondiale, etc. Même parmi les présidents les plus jeunes élus, je n'ai pas de souvenir qu'ils aient fait campagne sur cette thématique ou pour alerter sur les conséquences de cela. Donc il y a quelque chose d'assez d'assez prophétique que ce soit précisément un homme d'église qui a déjà, qui est plus âgé que bien des dirigeants politiques, qui alerte sur cette question-là. Et de ce point de vue, il me fait penser, pardonnez-moi, à Benoît XVI, à François, avec Laudato Si. Parce que moi, je me rappelle très bien d'avoir accompagné quelqu'un qui était à l'époque ministre français, devant le cardinal qui était chargé de rédiger l'encyclique. Personne ne savait ça à l'époque. Et quand il a entendu le cardinal lui dire « on prépare un truc sur l'environnement », les yeux de ce monsieur qui était venu faire la leçon en disant nous, les Français, l'environnement, tout ça, on lui a répondu que c'était déjà fait. Et là, on est même un peu plus en avance, encore plus. Justement, l'environnement, il faut s'attendre à de nouveau un autre pape écologiste?
Qu'en pensez-vous, dans la continuité de la grande encyclique. Il a l'air d'être dans la continuité, François, sur ces sujets, je pense qu'il y aura effectivement sans doute des inflexions. Sur quoi attendez-vous des divergences, des nuances quels sont les grands enjeux à trancher dans les 5-10 ans qui viennent? Alors sur l'enseignement social, je pense qu'on retrouvera effectivement les grandes thématiques qu'il y avait sous François, mais sans doute avec un langage différent et des inflexions dans la manière de présenter l'enseignement social de l'Église, et ensuite probablement davantage de changements ou d'inflexions dans la diplomatie, dans la façon d'incarner la fonction pontificale. En termes de gouvernance, avant d'en venir à la diplomatie, cette question synodale, le synode synodal, enfin le synode de la synodalité. Je pense que ça va être non pas un temps de pause, mais plutôt de maturation et sans doute d'équilibre, parce que ce pape est un pape canoniste qui a enseigné le droit canonique pendant des années. Et vous en concluez? J'en conclus que tous ceux qui ont suivi le processus du synode sur la synodalité et des différents documents qui ont été publiés étaient à la fois intéressés par le processus et parfois un petit peu inquiets en disant on va vers des zones un petit peu floues et jusqu'où va-t-on? François a introduit trop d'horizontalité dans la gouvernance de l'Église? Alors c'est une question horizontalité, verticalité, qui est une question qui transcende tout discours d'Église depuis le début. Je pense que moi, la distinction que je ferai entre François, entre ce qu'était François et ce que l'on entrevoit de ce que sera Léon XIII, c'est plus revenir sur la finalité plutôt que sur les moyens. On parle de cette question de la synodalité. On sentait que chez François, le processus était sa propre finalité. La synodalité, c'est quoi? On discute ensemble. Pourquoi? Parce que la discussion est en soi une finalité. Ce qui m'a frappé dans les premières interventions du pape Léon XIII, à la loggia de Saint-Pierre dès le 8 au soir, devant les cardinaux le lendemain matin, et ensuite même dans son Regina Coeli du dimanche, et qu'il garde cette logique. Il dit oui, il faut une église synodale, mais il revient toujours, en gros, j'allais dire, d'où parles-tu? Et clairement, il dit, voilà, moi je m'exprime au nom de la révélation dont nous sommes dépositaires. Il rappelle que la finalité, ça reste la mission, l'annonce de l'évangile, et que pour aller au bout de cette finalité, il faut certes prendre les moyens, et que ces moyens peuvent être aussi plus de dialogue, plus d'ouverture, plus de synodalité, etc. Mais que, voilà, il ne confond pas le processus et la finalité même de la mission de l'Église. D'accord. Question que j'ai posée dans les médias américains notamment. Je pense à une citation de E.J. Dionne dans le Washington Post. Est-ce que la démocratie est un enjeu pour l'Église? Et lui dit, une Église plus démocratique serait mieux placée pour défendre les droits politiques et les libertés religieuses à travers le monde. C'est pertinent comme remarque? Ou la démocratie, c'est autre chose, on n'est pas dans le même univers? C'est une des tensions qui traverse l'Église depuis Léon XIII et le ralliement à la République, qui est le rapport de l'Église à la modernité. Est-ce qu'elle doit s'y ajuster, ou est-ce qu'elle doit dialoguer dialoguer avec elle, mais en conservant un regard critique et des fondations plus profondes. Et c'était d'ailleurs un des enjeux apparemment des congrégations. Dans les signes qu'a montré Léon XIV depuis son élection, il y en a peu, mais il y a des signes extérieurs, et la liturgie, c'est la langue des signes, et l'Église est faite de liturgie. On a pu voir qu'il y avait une volonté chez Léon XIV, sinon de restaurer, au moins de retrouver un certain nombre de signes extérieurs, que ce soit son vêtement, que ce soit son nom, que ce soit le fait qu'il bénisse les cardinaux en entrant dans la chapelle Sixtine, que ne faisait pas le pape François et que faisait le pape Benoît XVI et le pape Jean-Paul II. Donc une volonté d'établir une synthèse ou une herméneutique de la continuité entre les différents pontificats, plutôt que de continuer une rupture que François avait affichée. Entre traditionnalistes et progressistes. Oui, ça se lie aussi dans certains éléments de son homélie. Oui. Son homélie est plus radzigérienne, si je puis dire, que bergoliesque, bien sûr. D'accord, mais ça, c'est ce qui va être scruté avec le plus d'attention dans ses premières prises de parole, dans ses premières décisions. Cette ligne entre progressistes et traditionnalistes. Il y a dans le commentaire, alors, par exemple, comme il a employé le mot d'une église plus inclusive. Oui. Si le commentariat peut dire c'est inclusif, donc c'est bien. Puis si vous regardez le texte dans l'homélie, il dit une église plus inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit intégrer la piété populaire. C'est ça. Oui.
Bon, donc c'est une forme d'inclusivité qui intègre les processions et c'est pas tout à fait peut-être ce qu'on entend quand on prononce ce mot dans d'autres cadres. Donc il va falloir dans chacun des discours essayer de lire ligne à ligne pour bien comprendre parce qu'il y a du sous-texte. Et pour l'instant, c'est vraiment prématuré de moi je trouve que Bruno Joubert. On en sait très peu. On l'a dit tout à l'heure en début de cette conversation. Il peut y avoir un malentendu sur l'élection de ce pontife. On y est. Soyons conscients. Déjà, nous. On y est. Et puis, conscients aussi qu'il y a eu dans ce vote, ou dans cette décision, à la fois une très profonde volonté de ne pas perdre l'élan pastoral fort qui a été ressenti en particulier dans les pays de ce qu'on appelle le Sud global, qui est une expression idiote, mais enfin, retenons cette notion. Là, on voit bien qu'en Argentine, on voit bien qu'en Amérique latine, au Pérou, mais ailleurs, la manière abrasive dont François avait de parler de l'inéquité du monde, ça avait un fort répondant. Ça, on a voulu le conserver. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il y a aussi une volonté très forte de la part de ce nouveau pontife de revenir dans des cadres plus connus. Donc on va passer notre temps dans les semaines qui vont venir à essayer d'interpréter s'il est plutôt pasteur ou plutôt pas pasteur et doctrinaire. Mais franchement, je présente que parmi les malentendus, on parle des éventuels malentendus autour de Léon XIII, mais je pense qu'il y a aussi des malentendus... Léon XIV. Oui, je fais comme vous, moi. C'est un malentendu. Mais je crois qu'il y a aussi un malentendu par rapport à François. Voilà. Précédemment, on a dit, voilà, c'est quelqu'un qui vient du Sud, parler du Sud global, qui sait parler à cette partie du monde. Or, je trouve d'une certaine manière que dans sa rhétorique, dans ses insistances, il était quand même assez accroché à des débats de vieux pays occidentaux. Même la synodalité, tout ce qui est du fonctionnement de la boutique, pour faire bref. Les débats sur le fonctionnement de l'Église, c'est des débats que l'on voit très forts dans les églises, dans les vieilles églises européennes. Pour ne pas parler du fameux chemin synodal allemand, etc. Mais vous incluez là-dedans la place des femmes, le célibat des prêtres ou c'est autre chose? Pas que, mais y compris sur le fonctionnement de l'Église. Or, en Amérique latine, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'agit pas de mettre ça sur le dos du pape François, mais si on prend tout le temps long dans lequel il a été archevêque de Buenos Aires. C'est même lui, vous savez, qui avait même initié ce qu'on avait appelé la conférence d'Aparecida, qui avait un peu défini une sorte de ligne générale pour l'Église d'Amérique latine. On dit souvent, voilà, il a fait bouger les choses. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans en Amérique latine? On le dit assez peu, mais c'est un véritable effondrement du catholicisme. Au profit de quoi? Nous, en France, quand le catholicisme s'effondre, c'est au profit de l'athéisme. En Amérique latine, c'est au profit des églises évangéliques, donc des églises qui mettent davantage l'accent sur l'expérience spirituelle, qui parlent davantage du Christ, de Dieu, plus que des conséquences sociales de la foi. Et je pense que le malentendu était ça, c'est de dire que, on a dit, le pape François, il sait s'adresser aux masses, il sait s'adresser aux foules, il sait s'adresser au peuple. Je pense qu'il y a eu peut-être un malentendu et que le peuple attendait peut-être un message percutant mais plus spirituel qu'un message certes percutant mais plus organisationnel. Donc reste à savoir si Léon XIV fera une analyse différente de François des réalités de l'Église en Amérique latine, notamment. Parce que c'est vrai aussi en Afrique, ce que vous décrivez. Un mot de politique étrangère vaticane. François était assez critiqué pour sa façon d'appeler à la paix, mais à tout prix. Sans désigner les agresseurs, par exemple la Russie contre l'Ukraine. Ce pape-là a l'air d'avoir un discours différent. Alors sa première prise de position sur l'Ukraine, effectivement, reprend celle du numéro 3 de la curie romaine, Monseigneur Gallagher, il y a quelques semaines dans le cadre de l'OSCE, où au profit de l'empêchement en quelque sorte du pape qui était malade à ce moment-là, on avait vu déjà une sorte de rééquilibrage dans les propos. Ensuite, je pense qu'on va retrouver effectivement ce que l'on disait jusqu'à présent, c'est-à-dire des inflexions différentes. Le pape François a incarné une sorte de diplomate, alors pas de diplomate justement, d'artisan de la paix, voilà, de militant de la paix, avec des aspects protestataires dans ses prises de parole, un côté humanitaire également. Voilà, ce sont des prises de position très souvent frontales. Je ne suis pas sûr qu'avec ce pape, on se retrouve dans la même incarnation. On sera peut-être plus dans un style précisément diplomatique. On va écouter ce qu'il a dit sur Gaza, sur la guerre à Gaza, ces derniers jours.
mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra! Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Alors le pape François n'hésitait pas à parler de génocide sur la situation à Gaza. Là, on est... Vous le diplomate, c'est un pape plus diplomate pour... Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une très longue tradition de l'Église mal à l'aise avec cette question de la paix. Elle est en faveur de la paix indubitablement. On va revenir dans le passé, mais Benoît XV qui essaie de faire cesser la guerre de 14, tout de suite, le pape Bosch, comme on l'appelait en France, ils sont mal à l'aise parce que le traité qui viendra plus tard, du Latran, dans son article 29, l'Église s'engage à ne pas intervenir dans les affaires entre États. Donc il y a au départ cette espèce de claudication. On est pour la paix. Vous écrivez que l'un des pouvoirs du Vatican, c'est le pouvoir d'ingérence. Non, alors deux choses. Dans votre livre, j'ai bien lu. Mais tout à fait. Ce que vous venez de dire, qui est juste, article 24, neutralité du Saint-Siège et possibilité de se faire médiateur si les partis en présence le demandent. Ce que n'a pas fait le pape François en Ukraine. Mais ingérence morale. Mais effectivement, alors avec ce pape en tout cas, il y a eu effectivement un certain nombre d'ingérences. Pardon, on vous a interrompu. L'ingérence, donc il y a cette envie d'intervenir. Et puis il y a une chose qui m'a frappé, moi, avec son prédécesseur François, c'est que le pape arrive, il parle de paix, et il se rend bien compte que ces formules qu'il prononce à la loggia ou ailleurs tombent un peu à plat dans le monde tel qu'il est. Alors ça, c'est François qui, en septembre 2013, au moment, rappelez-vous, où les Syriens ont utilisé des gaz contre leur propre population, où nous, les Français, les Américains, on s'apprête à taper sur la Syrie, François rassemble tout le monde sur la place Saint-Pierre, grande veillée de prière, et dit « J'arrête, je demande qu'on arrête ces bombardements. La guerre ne peut pas entraîner la guerre. » Et là, de nouveau, claudication, parce que les grandes puissances étaient prêtes à taper sur le régime. C'est pas François qui a arrêté ça, mais Obama recule, l'affaire s'arrête, mais on a bien vu que cette façon d'arrêter les choses a peut-être, du point de vue historique, été et du point de vue un moyen a créé beaucoup de difficultés. Donc il y a à la fois l'appel à la paix qui se heurte à la réalité des moyens d'obtenir la paix. Et là, je ne sens pas encore très bien ce que ça va donner. Un mot sur la Chine. Cet accord secret, à ce jour, entre le Vatican et Pékin. Préaccord, oui. Préaccord qui permet, qui donne son mot à dire au régime communiste chinois dans le choix des évêques. Fortement remis en question par un certain nombre de... Tout à fait, ça fait partie des tentatives du pape François. Il a lancé une diplomatie c'est un échec pour vous, ou... Non, c'est une diplomatie de mouvement qui est fondée sur des paris. Donc on voit bien qu'il y a, à partir de 2013 jusqu'en 2021, une main tendue vers la Russie de Poutine. Numéro 3, Gallagher, et à Moscou rencontre Poutine et Lavrov, décembre 2021, quelques semaines du début de la guerre, et dit qu'il y a des convergences et des vues communes entre la politique internationale de la Russie et puis celle du Saint-Siège. Voilà, donc c'est une réorientation sur fond, il ne faut pas l'oublier, de critiques assez virulentes et récurrentes des diplomaties occidentales, nord-américaines ou européennes. Et puis il y a ce second pari qui est d'essayer effectivement de stabiliser les relations avec la Chine au prix de préaccords qui ont été renouvelés à 3 reprises, mais qui laissent effectivement un petit peu sceptique, parce qu'on voit bien que d'une part, la liberté religieuse ne progresse absolument pas en Chine, et que d'autre part, dans la nomination des évêques, il peut y avoir des pressions qui sont d'ailleurs éventuellement sur certains cas plus que des pressions. Donc pour l'instant, la question se pose. C'est impossible de savoir si Léon XIV remettra cet accord en question. Il va y avoir sans doute de toute façon une période d'évaluation. Après, un conclave, qu'est-ce que c'est? Ce sont d'abord les funérailles, ensuite les congrégations générales, donc une évaluation collective, et puis ensuite l'élection. Et après l'élection se joue une autre évaluation, une sorte de droit d'inventaire, et indéniablement, ces aspects en font partie. Alors venons-en au facteur américain.
premier pape américain. Le diplomate que vous êtes a peut-être été surpris. Oui. L'idée reçue, c'était que les États-Unis étant la première puissance du monde, il n'était pas nécessaire de leur donner en plus la puissance spirituelle du Saint-Siège. C'est juste. Votre réaction quand vous entendez... Je suis tombé dans le piège moi-même, c'est-à-dire que dans mon évaluation des papabili, je l'avais écarté pour cette raison-là. Oui. Donc c'était stupide, pardonnez-moi. Ensuite, je crois que malgré tout, il y a un signe. Je disais tout à l'heure, Église catholique américaine très puissante, Église catholique américaine qui elle-même a fait un long cheminement au sein des États-Unis. Il ne faut pas oublier que avant le 19e, les catholiques étaient vraiment très méprisés. On retrouve dans ce mouvement-là aussi, dans cet essor de l'Église catholique, on retrouve la présence des migrants du Sud. Oui. Pourquoi cette Église catholique prend-elle tant d'importance aux États-Unis? À cause des Hispaniques qui sont venus repeupler ces rangs. Donc, il y a un signe à l'égard des États-Unis qui se pose là. Il y a peut-être un signe au niveau international. Après tout, le temps de l'Amérique est arrivé. Quand on regarde le nombre de cardinaux venant de ce continent, nord et sud, il y a une logique, il y a une certaine logique à ce que le continent américain soit là. Et je dirais que c'est la prolongation enfin, pour moi, de ce mouvement de mondialisation qui, effectivement, depuis maintenant Wojtyla, premier pape récent non européen, nous emmène de façon déterminée vers des papes qui ne sont plus européens. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'Église elle-même, dans sa majorité, n'est plus européenne. Et là, il y a un chiffre, moi, qui m'a intrigué, mais qui m'a frappé aussi, c'est que le nombre de cardinaux venant de Europe du Nord, enfin Europe plus Amérique du Nord, donc les riches, entre guillemets, et les autres, c'est parité, 68-65. Donc on est vraiment à un moment de bascule, et ce pape américain, de ce point de vue-là, est une façon de corriger un peu. Alors, il y a le média Axios qui a estimé que c'était le moins américain des cardinaux américains. Probable. Et l'archevêque de New York, McElroy, a dit le fait qu'il fût américain s'est révélé pratiquement négligeable dans les délibérations du conclave, à ma grande surprise. C'est aussi le sentiment que vous aviez, Guillaume Tabar? Je pense que sa nationalité américaine a joué de manière électorale. D'abord, pour des raisons tout bêtement linguistiques. Et ça, Jean-Marie Guénois l'a très bien raconté dans son grand récit post-conclave. Très peu de cardinaux parlaient anglais. Bon. Or, maintenant, parmi les papabilés classiques, or lui, et inversement, tous ceux qui sont les plus récents ne parlent moins italien, etc., et encore moins français. Donc là, le fait qu'un cardinal soit capable de parler aux anglophones, ça lui a donné une aura plus grande. Ensuite, je pense qu'il y a une grande subtilité dans ce choix. Vous avez rappelé les questions de Jean-Paul II. Jean-Paul II, c'est quoi? C'est, à l'époque, on disait, pour les mêmes raisons que vous dites, on ne peut pas avoir un pape américain aujourd'hui. À l'époque, on disait, un pacte des pays de l'Est, c'est impensable, ce serait une provocation à l'égard du bloc soviétique. Ça n'est pas pensable. C'est pas pensable, sauf qu'ils l'ont pensé. Mais Jean-Paul II, j'allais dire, il était 100% polonais. Le cardinal Prévost, c'est un Américain, mais qui a exercé une grande partie de son ministère au Pérou, qui a des racines européennes, tout comme d'ailleurs Bergoglio est un Argentin, fils d'immigrés italiens. Donc tout ça est plus bon. Et aujourd'hui, on a quoi? On a malgré tout un pape de nationalité américaine. Donc le président des États-Unis ne peut qu'être fier. Et d'ailleurs, Trump a bien dû faire un tweet pour dire nous sommes très fiers que le bon. Et en même temps, il incarne une ligne qui n'est pas celle du gouvernement américain. Alors justement. Et donc c'est là toute cette subtilité, c'est que... Il a déjà recadré, ça a été repris partout, le recadrage de J.D. Vance, le vice-président, qui avait une lecture de la charité chrétienne. Moi, j'ai trouvé que ce recadrage était alors, je connais ça beaucoup moins bien que vous, Philippe, mais en lisant simplement les analyses du catholicisme aux États-Unis, ce recadrage était quand même la preuve d'une vitalité du catholicisme aux États-Unis, puisqu'on a un vice-président et un cardinal qui discutent pour savoir théologiquement qui a raison dans la hiérarchie du prochain, entre saint Thomas, saint Augustin. Enfin, l'un des deux se revendiquant de Google. Voilà, c'était quand même relatif comme mais c'est une chose qu'on aurait du mal à voir chez nous. Enfin, en France, c'est quelque chose qui apparaît comme impensable. Monsieur Joubert l'a très bien dit, c'est vrai que les catholiques américains sont sortis du bois. Par rapport à l'époque de John Kennedy, ça ne fait aucun doute. Et Jean-Marie Guénois me racontait qu'il avait rencontré la délégation de cardinaux américains à la sortie
après l'élection, dans laquelle il y a un spectre assez large qui va des très conservateurs à d'autres qui le sont beaucoup moins, et qu'il y avait chez eux une immense satisfaction de l'élection de Léon XIV, aussi du fait de sa nationalité américaine, ce qui apparaît évident. Donc c'est quand même... la surprise, elle est quand même grande. Le pape François avait un contentieux personnel, et qui n'était pas avec l'administration Trump, puisqu'elle n'était pas là encore, elle a été au début, mais avec l'Amérique du Nord en soi, et peut-être même avec l'Occident. Il considérait que c'était des gens qui avaient peut-être trahi des choses auxquelles il croyait. Léon XIV ne donne pas cette impression dans son histoire, dans sa filiation. Donc on n'est pas sur une trajectoire de collision pour vous, François Mabille ? Non, c'est... Avec l'administration Trump, avec... Non, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que sa trajectoire représente bien la mondialisation de l'institution catholique, que sa double nationalité manifeste également, finalement, une ouverture culturelle large. Et puis, je dirais que les conséquences indirectes, c'est tout de même que, étant d'origine nord-américaine, il a une culture politique. Américaine. Il a une socialisation politique. Inscrit, enregistré sur les listes électorales. Tout à fait. Ce qui veut dire que, par rapport à ce que vous disiez, c'est exactement ça. Là où il y avait un regard extérieur critique, extrêmement critique de Bergoglio, comme latino-américain, argentin de surcroît, à l'encontre de l'Occident et des États-Unis en particulier, là vous avez une personne qui comprend de l'intérieur et comprend notamment la subtilité des débats entre les différentes tendances de l'Église catholique et éventuellement d'ailleurs la porosité entre certaines tendances protestantes, néo-évangéliques et certains courants que représente d'ailleurs très bien J.D. Vance. C'est le premier pape qui soutient un club de baseball. Normalement, c'était les White Sox de Chicago. Les chaussettes blanches. Écoutons ce qu'a à dire là-dessus le cardinal Timothy Dolan de l'archevêque de New York. It should not startle us that we would look to Pope Leo as a bridge builder. That's what the Latin word pontiff means. He's a bridge builder. Will he want to build bridges to Donald Trump? I suppose, but he would want to build bridges with the leader of every nation. So I don't think at all my brother cardinals would have thought of him as a counterweight to any one person. Alors, je voudrais vous lire une intervention d'un expert italien que vous connaissez peut-être, Pasquale Anichino, qui a donné une interview au Grand Continent. Et je vais vous citer ce qu'il dit. « Le trumpisme engendre une forme de concurrence directe entre l'autorité politique et spirituelle. Nous sommes face à un catholicisme politisé, nationaliste aux États-Unis, qui tente d'éroder de l'intérieur l'autonomie de l'Église. Le christianisme nationaliste trumpien menace de provoquer une dérive quasi-schismatique de l'universalisme catholique. » Qu'est-ce que ça vous inspire, cette charge ? Oui, c'est effectivement ce que l'on a pu voir, c'est-à-dire un nationalisme chrétien. En fait, il parle de catholicisme exprimé par Vance plutôt que Trump. Il n'est pas catholique. On sait très bien que dans le mouvement MAGA et dans les soutiens de Trump, il y a finalement des courants très hétéroclites. Et parmi ces courants, effectivement, alors de manière majoritaire des courants protestants, et puis une partie non négligeable des catholiques américains, dont certains se retrouvent dans un courant, et qui ont déjà formulé des critiques assez vives en soupçonnant le nouveau pape d'être un progressiste. On a bien vu d'ailleurs dans l'électorat de Trump, Trump 1 et Trump 2, puisque je crois que 56% des catholiques américains ont voté pour Trump. Est-ce que Vincent Trémollet. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment le rapport entre le pape et l'administration de Trump. Donc, moi, je suis comme vous, peut-être n'y aura-t-il pas de collision, mais il va avoir à cœur, si jamais J.D. Vance exagère ou les équivalents, de les remettre à leur place, avec toute l'autorité pontificale qui est la sienne. Et donc ce pouvoir qui prétendait être une forme de pouvoir ressuscitant une puissance catholique dans le monde, va se trouver avec le souverain pontife capable de leur dire, écoutez, là, ce que vous dites... Et on connaît déjà les sujets, l'immigration, le traitement des migrants. Ça va être très intéressant à suivre, mais ce sera peut-être plus diplomatique et plus fin qu'un affrontement. Et en sachant qu'il y avait quand même des convergences sur certains aspects. L'une des grandes questions que va affronter le catholicisme, enfin qu'il affronte déjà, c'est la question du libéralisme, des libéralismes. Donc on voit bien que le catholicisme est antilibéral sur le plan économique.
Voilà. Et là, on se retrouve effectivement avec ce débat frontal entre l'administration Trump et le pape François. En revanche, sur toutes les questions liées aux politiques de l'intime, question de l'avortement, de la fin de vie, etc., les divergences sont très, très, très faibles. S'il y a divergence, c'est plutôt dans la manière d'exprimer cela, effectivement dans la manière de les projeter éventuellement dans une internationale chrétienne qui ne dit pas son nom, mais que l'on perçoit. Qui n'est pas très ouverte à la critique et au dialogue. Oui, mais alors ça, c'est un point, je laisse le diplomate dire comment on peut gérer. Jean-Paul II disait que l'Église doit être un point de contradiction dans le monde. Oui. À son époque, c'était en contradiction avec la révolution sexuelle, féministe, etc. Bergoglio, c'est plutôt le nord-sud, quoi. Là, est-ce que ce nœud entre le nationalisme et un certain universalisme porté par la foi catholique, est-ce que c'est ça c'est un des la matrice des tiraillements à venir? C'est un des nœuds qui ne se joue pas qu'aux États-Unis, bien sûr. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment le pape Léon XIV se saisit de cette question. On parlait de synodalité tout à l'heure. Est-ce que finalement, il ne demandera pas aux épiscopats des églises locales de se prononcer davantage? Vous voyez, est-ce qu'on va se retrouver devant un débat frontal comme on l'a eu entre Trump et Bergoglio? Voilà. Ou est-ce que finalement ça sera beaucoup plus, ça se fera sous des formes adoucies avec un épiscopat américain qui pourrait être lui, soit en première ligne, soit en position un peu médiatrice, au moins dans un premier temps. Oui. Si l'Église dit le Christ avant la nation, est-ce que c'est pas en contradiction avec des forces politiques très actives aujourd'hui à travers le monde? Parce qu'aux États-Unis, je ne connais pas très bien l'Église catholique américaine, mais ce que j'en connais, c'est qu'en effet, il y a un mouvement assez fort, les Chevaliers de Colomb, qui est assez conservateur, mais conservateur au sens d'abord ecclésial, ils tiennent au dogme, ils tiennent à la manière dont on pratique la religion traditionnellement, mais à part ça, il y a aussi aux États-Unis des catholiques qui ne sont pas du tout, sur le plan économique, des porteurs du libéralisme, du modèle américain capitaliste. Et moi, mon sentiment, mais là encore, trop tôt pour le dire, mais c'est juste une intuition, c'est que je crois que compte tenu de la place des États-Unis dans le monde, compte tenu de la volatilité de la personnalité de Trump et des enjeux de paix que le pape lui-même a rappelés, je vois mal un souverain pontife américain commencer son pontificat en volant, pardonnez-moi l'expression, dans les plumes de Trump. Je pense que ces deux-là, ils ont plutôt intérêt à se ménager, et je pense que le souverain pontife en particulier, parce que cette Église américaine, vous l'avez souligné, elle peut avoir des cordes de rappel un peu brutales, et personne n'a intérêt à ce que ces cordes se manifestent. Donc, moi, je pense que l'intérêt du nouveau pontife, en tout cas, si j'étais à la secrétairerie d'État, je conseillerais plutôt la modération que l'excitation. Là où il peut y avoir assez vite un dialogue sévère, c'est avec la Silicon Valley, parce que s'il pousse sa réflexion sur l'intelligence artificielle, sur la puissance de l'algorithme, sur la domination de la machine sur l'homme, sur la déshumanisation, sur le transhumanisme... Et s'il lit le prédateur de Dan voilà, il va se retrouver face à... Mais ça va très au-delà de la personne de Trump. Il nous reste 2 minutes. On va aller voir déjà dimanche que, vraisemblablement, Donald Trump sera présent dimanche pour la messe d'installation du pape Léon XIII, du pape Léon XIV. Donc, il va falloir s'habituer aux chiffres. L'image elle-même sera forte, et je pense que Trump voudra mettre en scène leur première poignée de main visible. Une vaste question à laquelle il faut répondre très vite, puisqu'il nous reste 1 minute 30. Beaucoup de religions sont prises dans un courant politique. Je veux dire, l'islam avec l'islamisme, l'hindouisme nationaliste en Inde, même l'Église orthodoxe russe enrôlée dans la guerre en Ukraine. Est-ce que l'Église catholique peut être au-dessus de la mêlée? Ça dépend vraiment du pape? Déjà, elle a une hiérarchie, pas que si on la distingue de l'islam qui ressemble plus au protestantisme, elle a une hiérarchie et une autorité spirituelle qui ne se confond pas avec un pouvoir temporel. Donc la tentation que cette autorité spirituelle, le jour où le pape Léon XIV dit « je vais envahir l'Italie », ne me paraît pas Mais la force morale du pape lui permet d'être au-dessus de cette mêlée. Elle a un pouvoir spirituel et elle considère
qu'il y a des éléments spirituels supérieurs aux décisions temporelles, mais qu'elle est là pour les annoncer, non pas pour les imposer. Donc dans sa structure, même si elle peut avoir la tentation, on a connu des princes-évêques, notamment en Europe centrale, dans sa structure, elle est prémunie contre cette confusion. En un mot, Bruno Joubert, vous êtes optimiste ? Oui, je suis assez optimiste. Vincent Trémollet ? Moi, je suis très optimiste. Très optimiste. Par rapport François Mabille, l'avenir de ce pape, l'amorce de cette papauté. Alors, je vous dirais que si vous regardez toutes les analyses qui ont été faites sur les impacts des papes sur leur propre pays, aucun, voire inverse. Moins 14% d'Argentins catholiques pendant le pontificat du pape très François. optimiste. Donc, vous n'êtes pas très Guillaume Tabar, le mot de la fin. Très confiant. Très confiant. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.